Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma comptabilité. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble voir la comptabilité des sociétés, c'est-à-dire dans cette comptabilité, nous allons voir comment se fait la constitution des sociétés anonymes. Alors il faut savoir que les sociétés anonymes sont des sociétés dont le capital est divisé en parts appelées actions. Donc ces actions sont librement cessibles. Le propriétaire d'une action est appelé associé ou actionnaire. Il est responsable vis-à-vis des dettes sociales à concurrence de ses apports. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger un sujet donné au baccalauréat G2 comptabilité. Alors, voici cet exercice. Donc, cet exercice est tiré d'un sujet de baccalauréat. On nous dit ici, deuxième partie, comptabilité des sociétés. Alors, il faut savoir que le sujet du baccalauréat comporte 4 parties. La première partie pour la comptabilité générale, la deuxième partie pour la comptabilité des sociétés, la troisième partie pour la comptabilité analytique et la quatrième partie des mathématiques financières. Donc, nous sommes ici pour la deuxième partie. Alors, on nous informe que une société anonyme est constituée le 1er JN. Les formalités de constitution sont confiées à Maître Sako, notaire à Abidjan. Le capital est composé de 7000 actions de 10 000 francs chacune et libéré du minimum légal. Donc les fonds ici sont déposés chez Maître Sako. À la constitution, le notaire a reçu une somme totale de 25 millions de francs. Un groupe d'actionnaires a payé la moitié de leur souscription à la constitution. De cette somme ont été déduits les frais ci-après, donc la publicité de 1 million OTAS, l'honoraire de 700 000 OTAS et le droit d'enregistrement de 2 100 000. Maintenant, on nous dit le 2 septembre N, le notaire verse le solde du compte bancaire au nom de la société. Le 2 janvier N+1, la société procède à l'appel du deuxième cas avec la libération au 1er février N+1. Donc, à la date de libération, tous les actionnaires se sont exécutés, excepté M. Tapé, détenteur de 800 actions, qui n'a libéré sa part que le 31 N+1, augmenté des intérêts de retard et en soldant en même temps le reste du capital souscrit. Le 1er GN+1 a eu lieu l'appel du troisième cas avec la libération au 1er GN+1. Donc, à cette date, M. Beda, devant verser 5 millions de francs, n'a pu honorer son engagement. Donc, suite aux multiples appels sans suite dont il a été obligé, la société a dû procéder dès le 30 septembre N+1 à la vente des actions concernées pour une valeur totale de 17 millions de francs comme libéré des 3 cas. On demande ici travail à faire de déterminer en 1 le nombre d'actions souscrites par le groupe d'actionnaires ayant réglé la moitié de leur souscription à la constitution. En 2, on nous demande d'enregistrer au journal de la société toutes les écritures qui découlent des opérations ci-dessus. Maintenant, au 3, on nous demande ici l'actionnaire défaillant est-il gagnant ou perdant. Donc, préciser le gain ou la perte. Donc, ici, on nous demande d'analyser la situation du défaillant. NB, notez bien, dans nota bene, on nous demande ici, conformément à l'article 8 des statuts, tout retard
de libération pour toute défaillance est soumise au paiement d'un intérêt de retard de 15% l'an. Par ailleurs, toute défaillance entraîne des frais supplémentaires de 1000 francs par action. Alors voici ce sujet qui a été abordé. Maintenant, la société a été créée et constituée le 1er juillet. Les formalités de constitution sont les suivantes. Maintenant, le capital est composé de 7000 actions de 10 000 francs chacune. Donc, nous remarquons ici qu'il n'y a pas d'apport en nature, mais nous n'avons que des apports en numéraire. Alors, donc, il faut savoir que les apports en numéraire sont des sommes d'argent apportées en espèces par chèque bancaire ou par chèque postal. Donc, ces différentes sommes ont été converties en actions. Le cas des SA. Maintenant, pour répondre à la première question, on nous dit ici à la constitution, le notaire a reçu une somme totale de 25 millions. Alors, un groupe d'actionnaires a payé la moitié de leur souscription à la constitution, sachant que à la constitution, le minimum légal a été appelé. Alors, il faut dire que sur un capital de 100%, pour les sociétés anonymes sont appelées en fraction, c'est-à-dire par cas. Donc, un cas pour le premier cas, deux cas. Donc, ici, pour la libération minimale, on a ici 1 sur 4. Donc, la société a appelé ici un cas, mais il savait que il y a un groupe d'actionnaires qui a versé et les 1 cas et un surplus d'un cas. Donc, on nous demande de déterminer le nombre d'actions souscrites par ce groupe d'actionnaires-là qui ayant réglé la moitié de leur souscription à la constitution. Alors, passons au corrigé. Alors, 1. Déterminons le nombre d'actions souscrites par le groupe d'actionnaires ayant réglé la moitié de leur souscription à la constitution. Donc, voici ces informations que nous allons traiter ensemble. D'abord, nous devons déterminer le capital. Donc, calculons le capital. Le capital est égal au nombre d'actions multiplié par la valeur nominale. Donc, 7000 multiplié par 10 000, nous trouvons ici un capital de 70 millions. Alors, nous savons que le montant reçu par le notaire est égal à la fraction appelée plus l'anticipation. Alors, or, la fraction appelée est égale à quoi? La fraction appelée est égale au capital multiplié par le minimum légal qui est 1 quart. Donc, la somme reçue est de 25 millions, donc qui est égale à 70 millions multiplié par 1 quart, plus l'anticipation. Donc, nous allons ici déterminer l'anticipation. Donc, l'anticipation est égale ici aux 25 millions reçus par le notaire, moins 17 500 000. Donc, 70 millions divisé par 4 nous donne ici 17 500 000. Donc, l'anticipation est égale ici à 7 500 000. Donc, avec ce montant, c'est avec ce montant que nous allons déterminer le nombre d'actions souscrites par ce groupe d'actionnaires. Alors, sachant que l'anticipation est égale au nombre d'actions multiplié par la valeur nominale multiplié par le cas anticipé, donc on aura ici un nombre d'actions multiplié par 10 000 multiplié par 1 cas. Donc, ce montant-là est égal à ça. Ce qui nous donne ici 7 500 000 qui est égal à 2500 fois le nombre d'actions. Ça dit quoi? Les 10 000 divisé par 4 nous donne ici 2500. Donc, ici, nous sommes en mesure de trouver ici le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici est égal à 7500 divisé par 2500. Donc, on trouve ici le nombre d'actions souscrites par le groupe d'actionnaires de 3000 actions. Donc, on a 3000 actions souscrites par ce groupe-là. Donc, voici
nous avons répondu à la première question. Maintenant, après avoir répondu à la première question, nous allons passer les écritures de constitution. Donc, pour cet exercice, nous avons décidé de passer les écritures après chaque appel. Donc, pour l'écriture relative à la constitution, on aura à effectuer différents calculs. Donc, calcul annexes. D'abord, il faut déterminer la fraction appelée qui est de 7 500 000 et la fraction non appelée. Donc, la fraction non appelée est égale ici à la fraction au capital diminuer la fraction appelée. Donc 70 millions moins 17 500 000. Ce qui nous donne ici pour la fraction non appelée de 52 500 000. Alors, après avoir déterminé la fraction non appelée et la fraction appelée, nous avons ici l'anticipation de 7 500 000. Donc, nous pouvons voir ici les 7 500 000 plus les 7 500 000 nous donnent ici 25 millions qu'a reçu en fait le notaire. Donc, on aura ici, avant de passer les écritures de constitution, à calculer les frais de constitution. Alors, on nous dit ici de ces 25 millions là ont été déduits les frais ci-après, à la publicité, l'honoraire et le droit d'enregistrement. Donc, on aura ici la publicité OTAS. Alors, il faut savoir que il y a la TVA sur la publicité. Donc, TVA sur la publicité est égal à 0,18 multiplié par 1 million. Alors, vous pouvez prendre le taux de votre pays afin de calculer la TVA sur la publicité. Donc, si votre taux est de 19%, on aura ici 0,19. Donc, multiplié par le montant de la publicité OTAS, qui nous donne ici 180 000. Alors, pareil pour l'honoraire. Donc, on a honoré du notaire de 700 000 OTAS. Donc, on aura ici la TVA sur honoraire, donc 0,18 multiplié par 700 000, donc 626 000. Donc, on aura ici à calculer la TVA totale, vu que le droit d'enregistrement est déjà une taxe. Donc, on peut appliquer la TVA sur une taxe. Donc, on aura la TVA totale, c'est-à-dire la TVA sur publicité plus la TVA sur honoraire. Donc, ce qui nous donne ici 306 000. Additionné du droit d'enregistrement. Donc, pour les frais de constitution, on aura le montant de la publicité OTAS, le montant de l'honoraire OTAS, le droit d'enregistrement plus la TVA totale. Donc, on trouve ici pour les frais de constitution 4 106 000 francs. Donc, voici le montant des frais de constitution. Donc, quel a été le montant réellement versé? Donc, le notaire a reçu 25 millions, mais il a versé ici combien? Donc, ces 25 millions a diminué les frais de constitution. On aura 25 millions moins 4 106 000. Donc, le montant réellement versé en banque est de 20 894 000. Donc, ici, nous sommes en mesure de passer les écritures de constitution. Alors, il faut savoir que pour les écritures de constitution, on aura à passer l'écriture de la promesse des apports, la souscription des apports, l'écriture des éligibilités des apports, l'appel du capital, c'est-à-dire de la fraction. On aura également, vu que dans notre exercice, il n'y a pas d'apport en nature, on aura directement la libération en numéraire suivi de l'anticipation et le règlement des frais de constitution afin de solder le compte 10-12. Donc voici cette écriture que nous allons passer. Alors, en 2, enregistrons au journal de la société toutes les écritures qui découlent des opérations ci-dessous. Donc, comme je l'avais dit, nous allons passer les écritures après chaque appel. Donc, au premier GN, on aura l'écriture de la souscription des apports, la promesse des apports. Donc, pour l'écriture de la souscription, on aura le 46-12 apporteur, apport en numéraire, et le 10-11. Donc, ce montant-là, on aura ici le montant du capital, c'est-à-dire les 70 millions. Vu que les actions de cette société est uniquement composée des actions en numéraire. Donc, on aura le 46-12 au crédit du 10-11, donc de 70 millions.
Maintenant, après avoir passé l'écriture de souscription des apports, on aura l'écriture des exigibilités des apports. Donc, pour les exigibilités, à la même date, on aura. Donc, on vient ici exiger le montant souscrit, les promesses faites. Donc, on aura le 46-13, il nous donne ici, selon le CISCO-ATA révisé, apporteur, capital appelé, non versé de. En fait, le 46-13 prend ici le montant de la fraction appelée et des apports en nature. Mais étant donné que nous n'avons pas ici d'apport en nature, on aura ici 17 500 000, donc la fraction appelée. Et le 109 ici, qui est, selon le susquad apporteur capital souscrit non appelé, va prendre ici la fraction non appelée. C'est pourquoi nous avons fait le calcul précédemment. Donc 52 500 000. Et le 46-12 apporteur, apport en numéraire, va prendre ici le montant du capital. Donc ainsi est soldé le compte 46-12. Suivant exigibilité des apports. Donc à la même date, on aura ici à appeler le capital, la fraction appelée. Donc on aura ici le 10-11 capital souscrit non appelé au crédit du 10-12 capital souscrit appelé non versé. Donc on a appelé ici la fraction du capital qui n'a pas encore été versée de 7 500 000 au débit et au crédit. Donc après ces trois différentes écritures, on aura ici à passer l'écriture de règlement de l'appel. Donc le règlement, donc vu que le règlement est fait entre les mains d'un notaire, d'un mandataire, donc on aura ici à passer l'écriture au débit le 47-32 mandataire. Donc le mandataire a reçu 25 millions. Donc quelle est la source de ces 25 millions-là? Donc on viendra justifier au crédit pour dire que les 25 millions en fait représentent la fraction appelée et l'anticipation. Donc le 46-13 apporteur capital appelé non versé de 17 500 000 et le 46-16 apporteur versement anticipé de 7 500 000. Donc suivant règlement plus anticipation de la fraction appelée. Donc voici ces quatre écritures. Alors après avoir passé l'écriture de règlement, on passera également l'écriture de paiement des frais de constitution. Donc, comme nous avons effectué ces différents calculs, donc on a ici la publicité OTAS, la TVA sur publicité, l'honoraire OTAS, le droit d'enregistrement, donc la TVA totale. Donc ici, nous sommes en mesure de passer l'écriture de paiement, vu que dans les 25 millions, ont été déduits les frais ci après. Alors, pour l'écriture de paiement des frais, on aura toujours à la même date, donc le 44-54 au débit, selon le CISCO-ATA révisé. Donc le 44-54 nous donne ici la TVA récupérable sur services extérieurs et autres charges. Donc la TVA totale, donc le 44-54 prend ici le montant de la TVA totale de 306 000. Maintenant, après avoir passé l'écriture du 44-54, on aura ici le 627 qui représente ici la publicité OTAS. Donc la publicité OTAS qui va prendre son montant, c'est-à-dire les 1 million, et le 63-24 honoraire des professions réglementées. Donc le salaire qu'a reçu le notaire, on appelle le salaire reçu par le notaire honoraire. Donc honoraire qui va prendre le montant de son honoraire. OTAS, c'est-à-dire 70 700 000, et le 646 qui va prendre le montant des droits d'enregistrement de 2 100 000. Alors, après avoir débité ces différents numéros, on aura crédité le 500
21 qui est la banque. Donc, nous avons réglé ces montants par la banque. Donc, suivant le règlement des frais. Maintenant, on nous dit dans l'exercice que le 2 septembre N, le notaire a viré le solde en banque. Donc, on aura ici à débiter le 521 banque au crédit du 4732. Donc, en fait, ici, pour l'écriture du règlement des frais et de virement en banque, nous avons deux méthodes. Parce que la première méthode, c'est-à-dire nous avons dissocié le règlement des frais et le virement en banque. Mais dans la deuxième méthode, nous pouvons associer, c'est-à-dire au lieu de créditer le règlement, c'est-à-dire de créditer les 521 pour le règlement, on débitera les 621, mais ce 521 là ici prendra le montant en fait de virement en banque. Donc le 621, dans la deuxième méthode, on aura le 44-54, le 521. Mais ce 621 là va prendre le montant effectivement versé en banque après déduction des frais. Donc voici comment se passe l'écriture de virement en banque. Donc 4732 mandataire au crédit et le 521 banque. Alors, après avoir passé l'écriture de virement, de règlement des frais, on aura à solder ici le 10-12 ou le reclassement. Donc, on aura 10-12, capital souscrit appelé non versé, qui va prendre ici la fraction appelée de 17 500 000. En fait, le solde de 10-12 vient nous dire que nous avons effectivement reçu la fraction appelée. Donc, on aura 10-12 au crédit du 10-13. Donc, solde du 10-12. Donc, voici pour la première fraction appelée. Voici comment se passe l'écriture. Alors, le 2 janvier N+1, la société procède à l'appel du deuxième cas avec la libération au 1er février N+1. Donc, nous avons passé l'écriture de la constitution, l'écriture de constitution. Maintenant, nous passons au deuxième appel. Donc, ici, on procède à l'appel du deuxième cas avec la libération au 1er février N+1. Donc, à la date de libération, tous les actionnaires se sont exécutés. Donc, excepté M. Tapé, détenteur de 800 actions, qui n'a pas libéré sa part, que le 31. Donc, ici, il est retardataire. On a appelé ici à libérer le 1er février. Mais ce dernier libère le 31 mars. Donc, ce montant-là libéré sera augmenté des intérêts de retard, bien sûr. Et on nous dit ici, il solde en même temps le reste du capital souscrit. Alors, passons au calcul annexe. Donc, on aura ici à calculer la fraction appelée. Donc, pour le deuxième cas, la fraction appelée est égale au capital multiplié par 1K. Donc, on appelait encore 1K, c'est-à-dire 17 500 000. On aura à régulariser l'anticipation. Parce que lors du premier cas, un groupe d'actionnaires a libéré en fait la moitié, c'est-à-dire les 1K et 1K en plus. Donc, on aura à régulariser ce montant-là. Maintenant, après la régularisation, nous allons déterminer le montant non reçu lors de la libération au 31 février N. Donc, au 31 février N, nous avons reçu la libération des actionnaires, sauf M. Tapé. Donc, quel montant nous n'avons pas reçu? On aura 800 multiplié par la valeur nominale. Donc, 800 multiplié par 10 000 multiplié par 1K. Donc, le montant non reçu au 1er février N+1 est de 2 millions. Alors, donc, vu que nous n'avons pas reçu un montant
nous allons déterminer le montant reçu au 1er février N plus 1. Donc, combien avons-nous reçu au 1er février N plus 1? Donc, nous avons reçu la fraction appelée diminuée de la régularisation de l'anticipation et diminuée du montant non reçu de M. Tapé. Donc, voici le montant non reçu qui est de 8 millions. Donc, on n'a pas reçu le montant de l'anticipation puisque au premier cas, nous avons déjà reçu ce montant. Donc, il suffisait uniquement de déduire ce montant dans la fraction appelée. Donc, le montant effectivement versé en banque est de 8 millions. Maintenant, quel est le montant reçu pour la fraction appelée? Le montant reçu pour la fraction appelée est le montant versé en banque plus le montant de l'anticipation. Donc, le montant que nous avons reçu pour les 1 cas du deuxième appel est de 15 500 000, c'est-à-dire le montant de l'anticipation plus le montant versé en banque. Donc, 15 500 000. Donc, en fait, c'est le montant non reçu de M. Tapé qui manque. Donc, on nous dit ici que ce montant-là sera augmenté des intérêts de retard. Alors, selon les statuts, on nous a dit, en cas de retard de paiement, on appliquera ici un intérêt de retard de 15%. Donc, ici, il s'agit de déterminer la durée pendant laquelle le montant n'a pas été réglé. Donc, on aura de la date de libération à la date de règlement. Donc, du 1er février N plus 1 au 31 mars N plus 1. Donc, on trouve ici 2 mois, vu que la libération doit se faire au 1er février. Donc, du 1er février au 28 février, on a 1 mois. Et du 1er mars au 31 mars, on a 2 mois. Donc, on a 2 mois. Donc, pour l'intérêt de retard, on aura 2 millions, c'est-à-dire le montant non reçu multiplié par 15%, multiplié par les 2 mois, sur 1200. Donc, on trouve ici un intérêt de retard de 50 000. Donc, le montant. Donc, ici, nous avons calculé le montant non reçu et l'intérêt de retard. Maintenant, on nous dit également qu'il a soldé en même temps le reste du capital. Donc, quel montant a-t-il soldé? Il a soldé 2 cas, vu que nous avons déjà appelé le premier cas et le deuxième cas. Donc, en soldant, ce monsieur a réglé les 2 autres cas qui restent à appeler. Donc, pour l'anticipation, on appelle ça l'anticipation. Donc, pour l'anticipation, on aura 800, c'est-à-dire le nombre d'actions multiplié par 10 000, multiplié par le cas anticipé, donc 2 cas. Ce qui nous donne ici pour le montant anticipé, 4 millions. Donc, calculons le montant réglé par le retardataire au 31 mars N plus 1. Donc, le montant réglé en fait est égal ici au montant non reçu plus l'intérêt de retard plus l'anticipation. Donc, le montant réglé par le retardataire est de 6 50 000. Donc, ici, pour le 2 janvier N plus 1, nous avons effectué tous les calculs. Donc, vous passez les écritures relatives au deuxième appel. Donc, pour les écritures relatives au deuxième appel, donc on a la date d'appel, le 2 janvier N plus 1. Donc, pour l'appel du deuxième cas, on aura ici, vu que cela représente l'appel ultérieur, donc on aura le 10-11 au crédit du 10-12, toujours selon le 6 quadrat révisé de la fraction appelée. Donc, le 10-11 qui est le capital souscrit non appelé et le 10-12 qui est le capital souscrit appelé non versé. Donc, on aura ici le montant de la fraction appelée au débit et au crédit. Donc, avec le justificatif appel du capital. Alors, après avoir appelé, nous allons exiger le montant appelé. Donc, on aura pour l'exigibilité de la fraction de l'appel ultérieur le 467 apporteur restant dû sur capital appelé, qui va prendre ici la fraction appelée, et le 109 apporteur capital souscrit non appelé de 17
500 000. Maintenant, lors de la libération au premier fourrier N+1, nous allons ici régulariser l'anticipation. Donc la régularisation se fait en débitant le 4616, donc apporteur versement anticipé de 7 500 000. Alors nous avons régularisé l'anticipation. Maintenant, nous avons débité aussi le 521, c'est-à-dire le 521 ici représente le montant versé en banque sans la régularisation de l'anticipation. Donc, on a 8 millions versés en banque. Au crédit du 467, donc tu vas prendre ici le montant effectivement reçu, donc c'est-à-dire l'anticipation et le montant versé en banque de 15 500 000, donc suivant le règlement de la fraction appelée. Maintenant, on nous informe que le 31 mars, celui qui n'avait pas versé a non versé, mais il est retardataire. Donc, étant donné qu'il est retardataire, donc il va payer, comment on dit ça, l'intérêt de retard. Et en même temps, il a soldé les deux autres cas. Donc, ce qui nous donne ici, pour le règlement, on débitera le 521 banque qui va prendre le montant qu'il a versé total, c'est-à-dire les 6 50 000. Et nous allons créditer en fait le 4616 pour dire qu'il a anticipé pour deux autres cas de 4 millions. On va créditer également le 467 de 2 millions et l'intérêt de retard, le 771 de 50 000. Donc voici l'écriture qu'on passe en cas de règlement de l'actionnaire retardataire. Donc paiement des frais et anticipation. Maintenant, pour le deuxième cas, ensemble nous voyons que nous avons appelé 17 500 000 et nous avons reçu 15 500 000 et le retardataire après a réglé ces 2 millions. Donc nous voyons que le montant appelé a été effectivement libéré. Donc nous pouvons passer l'écriture du 10-12 au crédit du 10-13 qui va prendre ici le montant de la fraction appelée pour dire effectivement que nous avons reçu la somme que nous avons appelée. Donc on a solde du 10-12. Donc voici l'écriture relative au deuxième cas. Donc passons maintenant au troisième cas. Le 1er juin N+1, il a lieu l'appel, tu vois, du troisième cas. Donc le 1er juin N+1, nous avons appelé le troisième cas avec la libération qui doit être faite le 1er juillet N+1. Donc le 1er juin on appelle et le 1er juillet on libère. Maintenant, à cette date, Monsieur Beda, c'est-à-dire à la date du 1er juillet N+1, Monsieur Beda devant verser 5 millions, c'est-à-dire le montant, n'a pu honorer son engagement. Donc, retenez ceci, la libération se fait 1 mois après l'appel, mais la défaillance se fait 2 mois après l'appel. Donc, suite aux multiples appels sans suite, c'est-à-dire ce monsieur a décidé d'être actionnaire dans notre société. Alors, le 1er juin N+1, nous avons décidé d'appeler une partie du capital à libérer le 1er juillet N+1. Mais suite aux multiples appels, ce monsieur ne règle pas la somme demandée. Donc, que devons-nous faire? Donc, la société a dû procéder dès le 30 septembre N+1 à la vente des actions concernées pour une valeur totale de 17 millions. Donc, comme tu ne veux pas régler l'appel, nous sommes obligés de vendre en fait tes actions. Donc, lors de la vente au 30 septembre N+1, donc on a vendu les actions à 17 millions de francs. Donc, comme libéré des 3 quarts.
Donc, passons au calcul index. Comme d'habitude, comme il est de coutume, on aura la fraction appelée, c'est-à-dire le capital multiplié par le cas encore appelé. Donc ici, on a appelé le troisième cas. Donc le troisième 1 sur 4, ce qui nous donne ici 17 500 000. Maintenant, vu que M. Tapé, au deuxième appel, avait libéré le solde, c'est-à-dire les deux autres cas, nous allons régulariser ici un cas. Donc c'est-à-dire les 4 millions qui ont été anticipés, nous allons le diviser. Nous allons diviser ces 4 millions-là par 2 pour trouver en fait le montant de l'appel du troisième cas. Donc régularisation de l'anticipation de M. Tapé de 2 millions. Alors, pour M. Beda, il nous doit ici une somme de 5 millions. Donc ce monsieur est défaillant. Donc, vu qu'il est défaillant, nous allons calculer en fait le montant reçu. Donc le montant reçu ici est égal au montant de la fraction appelée moins la régularisation de l'anticipation et moins le montant du défaillant. Ce qui nous donne ici pour montant reçu 10 500 000. Maintenant, après avoir calculé le montant reçu, nous savons que le montant en fait du défaillant est égal au nombre d'actions du défaillant multiplié par la valeur nominale multiplié par le cas appelé. Donc en fait, ici, on ne connaît pas le nombre d'actions en fait du défaillant. Donc on aura le montant en fait, les 5 millions est égal en fait au nombre d'actions multiplié par 10 000 multiplié par 1 cas. Donc 10 000 divisé par 4, on trouve ici 2500. Donc 2500 actions est égal à 5 millions. Donc ici, pour le nombre d'actions du défaillant, on aura 2000. Donc M. Beda a 2000 actions. Donc ici, il a refusé de régler en fait le 1 quart de ces 2000 actions. Donc, on a ici décidé de vendre en fait. Donc, pour la vente, on a 17 millions. Donc ici, vu que nous avons vendu, selon les statuts en nota bene, on nous a dit que pour le retard de paiement et pour la défaillance, on aura un intérêt de 15%. Maintenant, ici, nous devons déterminer la durée, c'est-à-dire partant de la date de libération à la date de vente des actions. Donc, du 1er juillet N+1 au 30 septembre N+1, donc on aura le mois de juillet. On aura également le mois d'août et le mois de septembre. Donc du 1er juillet au 30 septembre, on aura ici 3 mois. Donc pour l'intérêt statutaire, on aura 5 millions multiplié par 15% multiplié par 3 sur 1200. Alors pour ceux qui décideront de prendre les 15%, donc on aura ici pour eux 5 millions multiplié par 15% multiplié par 3 sur 12. Mais pour nous qui avons pris la partie entière, c'est-à-dire les 15, donc on aura 5 millions multiplié par 15 multiplié par 3 sur 1200. Donc on aura pour lui, pour M. Beda, va supporter ici en fait des intérêts de 187 500. Maintenant, toujours selon les statuts, on nous a dit que si un actionnaire est défaillant, ce dernier doit payer en fait 1000 francs par action. Donc pour les frais, on aura vu qu'il a 2000 actions, on aura 2000 multiplié par 1000 francs, ce qui nous donne ici des frais de 2 millions. Donc tout simplement parce qu'il est défaillant, ce dernier va payer et les frais et l'intérêt. Donc ce qui nous donne ici 2 187 500. Donc ici, calculons le montant à rendre à Beda. Donc, vu que nous avons vendu ces actions, nous allons d'abord enlever le montant qu'il nous doit et lui verser le reste en fait de la somme. Donc pour cela, nous allons faire établir un compte entier, c'est-à-dire le compte du défaillant du 4617. Donc on aura le débit au crédit. Donc le crédit va prendre le montant de la vente totale de 17 millions et le débit va prendre le montant qu'il doit en fait. Donc 5 millions
c'est-à-dire le montant non reçu, l'intérêt et les frais. Donc, ces différents montants seront déduits de la vente. Donc, 17 millions moins 5 millions moins 187 500 moins 2 millions nous donne ici un solde créditeur de 9 812 500. Alors, c'est cette somme-là qui sera versée en fait aux défaillants. Alors, nous avons effectué les différents calculs. Donc, nous pouvons maintenant passer les écritures du troisième cas. Mais il faut savoir que on aura l'écriture normale et l'écriture du défaillant. Donc, pour l'écriture, on a la date, c'est-à-dire le 1er juin, N+1, l'appel. Donc, on a l'appel ici du troisième cas. Donc, pour le 1er juin, N+1, on aura le 10-11 capital souscrit non appelé de 17 500 000 au crédit du 10-12 capital souscrit appelé non versé. Donc, appel du capital. Donc, il faut savoir que pendant l'examen, ces différentes écritures doivent être continuelles. C'est-à-dire, vu la longueur des écritures, pour cette vidéo, nous avons décidé de scinder en fait les écritures selon les appels. Mais pendant le baccalauréat, sur la feuille de copie, l'étudiant ou l'élève passera les écritures de façon normale, suivant les différentes dates. Donc pour l'exigibilité, même numéro de compte, selon toujours le 6 quadrat révisé, 17 500 000. Maintenant, le problème survient en fait. Le problème est au niveau du règlement, c'est-à-dire le premier JN+1. Dans le premier JN+1, nous allons régulariser l'anticipation de 2 millions. Et nous avons ici le 521 qui va prendre le montant versé en banque. Donc, comme nous avons calculé, le montant versé en banque est égal en fait à 17 500 000 moins 2 millions moins en fait le montant du défaillant. Donc, ce qui nous donne ici 10 500 000. Donc, nous avons reçu en banque 10 500 000. 10 500 000 plus les 2 millions de l'actionnaire qui a anticipé. On trouve ici 12 500 000. Donc, en fait, le 1er juillet, lors de la libération, nous avons reçu 12 500 000. Alors, donc, nous avons ici également régularisé donc le 46-16 au débit. Maintenant, nous avons encore 5 millions d'euros. Donc, M. Béda nous doit 5 millions. Donc, étant donné qu'il est défaillant, donc le 31 mars, donc à la même date, c'est-à-dire le premier, vu que la défaillance se fait 2 mois après l'appel, donc le 1er août, nous allons ici constater la défaillance de M. Béda. Donc, pour la constatation de la défaillance, on débitera le 46-17 au crédit du 467. Donc, le 46-17 représente ici l'apporteur défaillant selon le 6 quadrat révisé. Au crédit du 467, versement apporteur restant dû dessus capital, donc de 5 millions. Donc, dans l'écriture, nous disons que nous n'avons pas reçu 5 millions de M. Béda qui est défaillant. Maintenant, après la constatation de la défaillance, nous passons maintenant au 30 septembre à la vente en fait des actions de M. Béda. Donc pour la vente, on aura 500 le 521 la banque au crédit en fait du 46-17. Donc le 46-17 prend ici en fait le montant de la vente des actions. Donc nous avons vendu ces actions à 17 millions de francs. Donc voici l'écriture qu'on passe en cas de vente des actions du défaillant.
Maintenant, après la vente des actions du défaillant, on passera à l'écriture de l'imputation des frais et intérêts au défaillant, le solde du compte du défaillant et le solde du 10-12. Passons également au calcul. Donc, il nous reste à passer l'écriture de l'imputation des frais. Donc, pour les frais, on aura l'intérêt statutaire plus les frais du défaillant, c'est-à-dire 2 187 500. Alors, après cela, on passera l'écriture du solde. Donc, le solde est 9 812 500. Donc, pour l'écriture de l'imputation des frais et intérêts au défaillant, on débitera le numéro de compte de l'apporteur défaillant, le 4617, au crédit. Le 4617 prend en fait 2 187 500. Mais d'où vient ce montant? Donc l'intérêt, soit les 771, et les frais, le transfert des charges d'exploitation, le 781, ou le 70-78 de 2 millions. Donc suivant imputation des frais et intérêts du défaillant. Donc après l'imputation, après avoir pris la somme que ce dernier nous doit, nous allons maintenant lui donner, en fait, lui verser le reste de la somme après déduction des frais. Donc pour le virement dans le compte du défaillant, on aura le 4617 apporteur défaillant au crédit du 521. Donc le 521 ici va prendre le montant du solde du compte 4617. Donc on va prendre ici les 9 812 500. Donc suivant le montant versé en banque. Donc solde du compte du défaillant. Donc ici, à partir de ce moment, nous pouvons déduire que nous avons reçu en fait effectivement la fraction appelée. Donc, nous avons pu résoudre le problème défaillant. Donc nous pouvons ici solder le compte du 10-12. Donc 10-12 au crédit du 10-13 de 7 500 000. Donc voici comment se passe l'écriture du troisième cas. Maintenant, pour la troisième question, on nous demande ici, l'actionnaire défaillant est-il gagnant ou perdant? Donc comment le savoir? Pour le savoir, il faut effectuer des calculs. Donc ici, ça sera le calcul de l'analyse en fait de la situation du défaillant, Monsieur Béda. Donc, on aura deux méthodes. Pour le faire, il y a deux méthodes. Donc, la première méthode consiste en fait à calculer le montant qu'il a reçu et déduire le montant qu'il a versé. Donc, le montant reçu, M. Béda a reçu le solde du 46-17, c'est-à-dire 9 812 500. Maintenant, pour le montant versé, ce dernier a versé 2 cas, vu qu'il est devenu défaillant à partir du troisième cas. Donc, ce monsieur a versé 2000, c'est-à-dire le nombre d'actions multiplié par 10 000, multiplié par 2 cas. Ce dernier a versé 10 millions. Donc, on constate qu'il y a une perte ici. Donc, la perte est la différence entre le montant reçu et le montant versé. Donc, une perte de 187 500. Donc, voici la première méthode. Maintenant, pour la deuxième méthode, on aura calculé la vente réelle. Donc, la vente réelle est de 17 millions. On va déduire en fait la vente théorique. Donc, la vente théorique, pour le prix unitaire, on va prendre la valeur nominale de l'action. Donc, pour la vente théorique, on aura 2000 multiplié par 10 000 multiplié par 3 cas et non 2 cas. Multiplié par 3 cas. Donc, vu que nous avons appelé 3 cas, il faille que les 3 cas soient libérés en fait. Donc, on aura ici 2000 multiplié par 10 000 multiplié par 3 cas. Donc, la vente réelle de 17 millions moins la vente théorique de 15 millions. Donc, réellement, nous avons vendu à 17 millions.
Mais théoriquement, selon la valeur nominale et selon la procédure de la société, normalement, on devait vendre à 15 millions. Donc, on voit qu'il y a un résultat brut de 2 millions. Maintenant, de ce résultat brut, nous allons déduire les frais du défaillant et l'intérêt de retard. Donc, lorsque nous enlevons l'intérêt de 187 000, nous enlevons également les frais de 2 millions. Donc, on trouve ici un résultat PET de moins 187 500. Donc, vous voyez que pour les deux méthodes, nous avons le même résultat. Donc, ici, nous pouvons répondre que oui, effectivement, le défaillant est perdant. Donc, il est perdant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.